Bonjour à tous, bienvenue sur Balade Parisienne, la chaîne qui vous fait découvrir Paris à travers son histoire et son patrimoine. Si chaque quartier a son monument phare, il en possède d'autres tout aussi intéressants. Je vous invite à les découvrir. Les grands boulevards constituent une part importante dans l'identité urbaine et sociale de Paris. Ils furent construits à l'initiative des différents gouvernements à l'emplacement des fortifications successives de la ville lorsque celles-ci devinrent obsolètes. Les boulevards sont associés à une idée de flânerie et de légèreté. Cette vocation au divertissement se manifeste au XVIIIe siècle par l'installation de nombreux théâtres autour de la porte Saint-Martin. Ces établissements proposent des pièces légères et divertissantes, éloignées de l'académisme des théâtres officiels. Le boulevard du Temple reçoit ainsi le surnom de boulevard du crime, à l'époque de la Restauration, allusion aux innombrables forfaits commis non dans la rue, mais sur les scènes de théâtre. Le boulevard Poissonnière débute boulevard de Bonne-Nouvelle et se termine boulevard Montmartre. Il se situe à la lisière des 2e et 9e arrondissements. Au XIIe siècle s'étendait ici un marécage appelé le Val-Laronneux, traversé par un chemin qui connut plusieurs identités. Chemin de la Vallée aux voleurs, du Val-Laronneux, du Champ aux femmes. Cela jusqu'à la démolition de l'enceinte de Charles V, au-delà de laquelle il était bâti. Dès lors, il prit le nom de chemin des Poissonniers parce qu'il était un segment de la route qui amenait la marée des ports de la mer du Nord aux halles de Paris. Ce qui dura jusqu'en 1850, date à laquelle on préféra emprunter le chemin de fer. En 1635, le nom de rue Poissonnière était définitivement adopté, non transmis ensuite au boulevard tout proche, par lettre patente de juillet 1676. Le boulevard s'est urbanisé au début du XVIIIe siècle avec la construction d'hôtels particuliers de prestige dans le style néoclassique et dont il reste quelques témoignages. Une ordonnance royale du 4 mai 1826 fixe la largeur de la voie à 35 mètres. Numéro 1. Emplacement du cinéma Le Grand Rex. En 1930, le producteur Jacques Haïk, déjà propriétaire de l'Olympia, envisage la création d'une salle de cinéma sur le modèle des salles américaines. Il fait venir des États-Unis un spécialiste du genre, l'ingénieur John Eberson, qui travaille en collaboration avec l'architecte Auguste Blissen. Le Rex, classé monument historique en 1981, est ainsi la première salle atmosphérique française dont le décor donne l'illusion du plein air aux spectateurs. La tour octogonale est l'un des fleurons du style art déco. Le mur aveugle monumental, qui affiche le nom du cinéma sur le boulevard Poissonnière, devait servir à l'origine d'écran publicitaire. Mais la préfecture de police s'y opposa, craignant que cela ne perturbe la circulation. À son ouverture, le cinéma offrait à la clientèle et aux artistes qui s'y représentaient tout le confort possible. Outre le bar, le café-restaurant, le vestiaire, l'établissement mettait à leur disposition des appareils pour les personnes malentendantes, une infirmerie, une nurserie, un chenil, des loges et des salons de coiffure. Depuis, le souci de rentabilité, plus au goût des dernières décennies, mit fin à tout ce superflu et commanda l'aménagement de plusieurs autres salles. Dans la salle d'origine demeurée intacte, l'écran large de 18 mètres s'abaisse sur la scène encadrée d'une arche lumineuse. Un deuxième écran, plus grand, peut venir se superposer au premier. Il est réservé aux films à grand spectacle. Il fut conçu et réalisé par Luc Héripé et il fut inauguré à l'occasion de la projection du film Le Grand Bleu de Luc Besson, qui resta à l'affiche durant 3 ans. Conçue à l'origine pour accueillir 3300 spectateurs, la salle est surplombée de 2 balcons. Le décor, réalisé en relief par Maurice Dufresne, restitue l'atmosphère paradisiaque d'une nuit estivale parsemée d'étoiles scintillantes. Il plonge le spectateur dans l'exotisme éclectique des haciendas espagnoles, des palais marocains, des minarets, des statues antiques et des palmiers. Le cinéma est inauguré par la projection du film Les Trois Mousquetaires d'Henri Diamant-Berger le 8 décembre 1932. À Noël s'ajoute à la féerie du décor celle des eaux qui jaillissent sur la Seine. Le 17 décembre 1942, le groupe Valmy du PCF, dirigé par Fosco Focardi, dit Cerbère, attaque un groupe de soldats allemands devant le cinéma. Le 16 mars 1943,
Paul Silbermann, membre du FTP, déposa une bombe sur le trottoir du cinéma à l'intention des soldats allemands. 46 otages furent fusillés en représailles. En 1957, un escalier mécanique, le premier du genre, aménagé dans une salle de spectacle en Europe, a complété le dispositif. Le 17 octobre 1961, répression d'une manifestation du FLN contre le couvre-feu lors de la guerre d'Algérie. Aujourd'hui, le cinéma offre 6 salles de 100 à 500 places et une très grande salle de 2700 places. Emplacement du Rex Club. Il tire son nom de son installation dans les sous-sols du cinéma Le Grand Rex. Initialement, il se nommait Le Rêve. Fondé en 1932, il s'agit à l'époque d'un établissement chic. Il dispose alors d'un orchestre qu'il perd en 1973 pour devenir le Rex Club. Il propose alors de la musique disco. En 1984, le producteur de concerts Garance, accompagné de Christian Paulet comme régisseur, ouvre la programmation au punk rock alternatif, à la new wave et au funk. S'y produisent des artistes comme Prince, les Red Hot Chili Peppers ou Dead Can Dance. Les concerts perturbant les projections du film, Christian Paulet propose alors au directeur de transformer la salle en discothèque. Il en devient le gérant en 1986 à l'âge de 22 ans et introduit peu à peu la musique électronique dans la programmation avec des soirées Acid House hebdomadaires et les soirées Wake Up de 1992 à 1994 organisées par Laurent Garnier et Éric Morand. S'y produisent des DJ américains tels que Derrick May, Lil Louis, Carl Cox, Ron Trent, Jeff Mice, mais également des DJ français comme Daft Punk, DJ Deep. Le club, d'une capacité de 800 personnes, est désormais exclusivement consacré aux musiques électroniques. En 2005, Christian Paulet confie la programmation à Fabrice Gadeau. Numéro 11. Un premier immeuble fut construit en 1750 pour le fermier général Aujar, avant d'être démoli en 1928. Dans le nouvel immeuble s'installa le célèbre music hall l'ABC entre 1935 et 1965. En 1935, l'ancien théâtre Plaza est transformé en music hall par Mitty Goldin, qui choisit de l'appeler ABC pour être en tête, par ordre alphabétique, des programmes parisiens. Très rapidement, le nouvel établissement connaît le succès et devient l'un des plus prestigieux music halls de Paris. Les plus grands artistes s'y produisent: Marie Dubas, Friel, Georgius, Édith Piaf, Charles Trenet, Jean Sablon et bien d'autres. Sous l'occupation et au lendemain de la guerre, l'ABC reste un music hall de référence. De grands artistes y sont accueillis: Tino Rossi, Léo Marjane, Jean Tranchant, Ray Ventura, les Compagnons de la Chanson, René Lebas, les Frères Jacques, Patachou, etc. À partir des années 1950, le music hall connaît une crise et Mitty Goldin, qui s'est associée en 1949 avec Léon Ledoux, se tourne vers l'opérette. Elle obtient du succès avec La Petite Lily et La Route fleurie. Léon Ledoux reste seul directeur en 1955. En janvier 1962, le groupe de rock français Les Chats Sauvages s'y produit pendant un mois. Léo Ferré s'y produit en récital de décembre 1962 à janvier 1963, peu avant que la salle ne ferme en 1964. En mai 1965, l'ABC est transformé en salle de cinéma. Il cesse définitivement son activité en décembre 1981. Numéro 17. Emplacement de l'hôtel de Méricourt datant de 1787, construit par l'architecte Jacques Sellerier. S'y trouvait au début du XXe siècle la boutique de l'ancien studio de photographie artistique Arjalou. Numéro 23. Emplacement de l'hôtel de Montonlon, à la silhouette imposante, édifié en 1787 par l'architecte François Soufflot, dit le Romain, pour le président au Parlement de Normandie, Nicolas de Montonlon. L'étude est confiée à Jean-Jacques Lequeux, qui s'inspira de l'hôtel Benoît de Sainte-Paule, construit en 1773, au numéro 30 de la rue du Faubourg-Poissonnière, par Samson Nicolas Lenoir. L'immeuble témoigne des fastes de l'architecture néoclassique du XVIIIe siècle. La façade est en léger retrait par rapport à l'alignement pour ménager au premier étage une terrasse permettant de jouir de la verdure du boulevard. Bien sûr, l'hôtel a aujourd'hui perdu un petit peu de son caractère enserré entre les boutiques et les immeubles mitoyens. Jadis, un cadre champêtre tempérait et agrémentait l'aspect monumental de l'ordonnance, et la terrasse offrait une vaste vue dégagée sur les hôtels des environs.
L'urbanisation galopante a de nos jours réduit la verdure aux seules frondaisons des 2 rangées d'arbres qui longent le boulevard. La façade est ornée de 6 colonnes ioniques engagées qui encadrent sur 2 étages les 5 fenêtres centrales et supportent un balcon. Malgré les dénaturations ultérieures, notamment les garde-corps en fonte ajoutés au XIXe siècle, c'est l'un des seuls exemples conservés des hôtels construits sur le boulevard. Entre 1872 et 1886, le salon de Madame Adam, qui se tenait dans l'hôtel, était un lieu de réunion très prisé des républicains. Juliette Adam y fonda la Nouvelle Revue en 1879. Les époux Adam, férus de politique, étaient liés d'amitié avec Léon Gambetta. Le bâtiment fait l'objet d'une inscription au titre des monuments historiques depuis le 9 janvier 1926. Le 23 mars 2015, une esquisse du salon côté boulevard de l'hôtel, dessinée en 1785 par Soufflot à la plume, encre noire, lavis de gris et aquarelle, a été vendue 35 285 000 €. Numéro 25. S'y tint entre 1997 et 2007 une boîte de nuit lesbienne, Pulp. En 1997, Michel Cassaro transforme un ancien dancing, l'Entracte, en un endroit branché du milieu lesbien, dédié à la musique électronique. Le Pulp est tenu par des filles, elles sont à la porte, derrière le bar, choisissent la programmation. Les femmes hétéros grossissent la troupe, sûres de s'amuser sans se faire emmerder. Les hommes, qui veulent être de la fête, doivent montrer patte blanche, se font virer s'ils ne sont pas respectueux. Tel était le message de propagande de l'établissement. Le lieu s'impose comme un des lieux de rendez-vous des noctambules parisiens. Le club a également son fanzine, Icewife, créé par Dana Wise et Axel Le Dauphin, faisant de l'autodérision et de l'irrévérence qui devint une des publications les plus underground de la ville. Ses DJ résidents, comme Sextoy, Chloé, Jennifer Cardini, Arnaud Rebottini, Scratch Massive ou Ivan Smegel, contribue à sa réputation. Le label Kill the DJ y est créé, s'appuyant au départ sur l'enregistrement de soirées mémorables. Bien que l'endroit ne dispose pas d'espace VIP, quelques stars s'y font remarquer. Catherine Deneuve avec Björk, lors de la promo du film Dancer in the Dark, Romain Duris, Virginie Despentes ou Nan Goldin. En juin 2007, le Pulp ferme ses portes, la ville de Paris ayant acquis l'immeuble pour en faire un HLM. Numéro 27. Frédéric Chopin séjourna dans cet immeuble de 1831 à 1836. En 1894 ouvre le café-concert Le Parisiana, qui deviendra par la suite un cinéma. Le café-concert fut édifié sur les plans de l'architecte Édouard Jandel Ramier à la Belle Époque. Les frères Isola en prennent la direction en 1897. En 1908, ils le cèdent à leur locataire qui voit son établissement fermé par la préfecture de la Seine en 1910 pour raison de travaux de sécurité non effectués. Il est alors transformé en une salle de cinéma, le Parisiana Cinéma. Il fut surnommé le roi des cinémas en raison de ses 1500 places assises. Néanmoins, la salle était régulièrement utilisée comme salle de spectacle. La compositrice et musicienne Carmen Brouard y joua à plusieurs reprises. En 1937, le cinéma est retransformé en salle de concert, mais les travaux s'éternisent jusqu'à la Seconde Guerre mondiale et la salle, finalement, demeure une salle de cinéma. En 1957, le Parisiana est acheté par Gaumont, qui le modernise, et la salle devient le Richelieu Gaumont, avec 1800 places assises. Par la suite, le cinéma s'agrandit avec la création de 5 salles. Malgré ces transformations, l'établissement ferme définitivement ses portes en 1987. Numéro 29. Ancien emplacement de la boutique de chocolat Guérin-Boutron, marque de luxe française en activité de 1775 à 1942. La maison ouvre ses portes à Paris en 1775, tandis que les usines s'installent au numéro 23 et 25 de la rue du Maroc, dans le 19e arrondissement. En 1910, l'usine employait environ 280 ouvriers. La maison Guérin-Boutron est renommée pour son chocolat à la vanille et son chocolat Solubia. Elle reçoit une médaille d'or à l'exposition universelle de 1889 et à celle de 1900. Guérin-Boutron est également la première société à se lancer dans l'imagerie publicitaire. Elle joint à ses tablettes des images chromolithographiques à collectionner. Celles-ci représentaient des personnages historiques ou issus de l'imaginaire populaire. Par souci de fidélisation, ces cartes étaient publiées en petites séries.
La société fait appel aux investisseurs extérieurs en 1923 en mettant 12 000 actions en vente. Elle devient une société anonyme au capital de 6 millions de francs, ayant pour objet la fabrication et la vente de chocolat. En 1924, Maurice Guérin meurt. À la mi-septembre 1929, René Guérin-Boutron, le fils du fabricant, part pour l'ascension de la pointe de la Roazec en Savoie d'une hauteur de 3600 mètres, d'où il tombera, se fracturant le crâne. Une assemblée extraordinaire de la société est convoquée le 19 février 1935. Après la faillite de la chocolaterie, le matériel est vendu le 22 avril 1942. Le boulevard Saint-Denis débute rue Saint-Martin et rue du Faubourg Saint-Martin et se termine rue Saint-Denis et rue du Faubourg Saint-Denis. Il mesure 210 mètres de long et 37 mètres de large. Il se situe à la lisière des 2e, 3e et 10e arrondissements dans les quartiers Bonne-Nouvelle, Arts et Métiers, Porte Saint-Denis et Porte Saint-Martin. Le boulevard doit son nom à la rue Saint-Denis. Il fut créé vers 1660 à l'emplacement de l'enceinte de Charles V. L'établissement et l'implantation de ce boulevard furent ordonnés par lettre patente du mois de juillet 1676. Une décision ministérielle du 17 juillet 1802, signée Chaptal, détermine l'alignement de ce boulevard. Les propriétés du côté des numéros impairs sont alignées, à l'exception de celles qui forment l'encoignure de la rue Saint-Martin. Les maisons du côté pair dépendaient de la rue Neuve d'Orléans qui, plus basse que le boulevard, en était séparée par un mur de soutènement. Le mur fut détruit lors des grands travaux de nivellement entrepris en 1826 et la rue Neuve d'Orléans fut intégrée dans le boulevard. Numéro 17. Se trouvait ici la taverne du Nègre. En 1899, le menu comportait une entrée, 3 plats au choix, un fromage, un dessert, un café, une bouteille de vin pour la somme de 3 francs. Au carrefour de la rue Saint-Denis et du boulevard de Bonne-Nouvelle, le 4 décembre 1851, eut lieu un massacre. Le général Carlet, accompagnant le général de Cotte, remonte la rue Saint-Denis afin de faire tomber les barricades. Les troupes du 72e régiment de ligne se heurtent à la plus vive des résistances de la part des opposants républicains au coup d'État. Les républicains qui avaient réservé leurs munitions les accueillirent par des rafales de balles. Le colonel Quilico tomba grièvement blessé. Le lieutenant-colonel Loubeau fut tué raide. 3 autres officiers et plus de 30 soldats sont tués ou blessés. Le général de Cotte avait son cheval tué sous lui. Le boulevard de Sébastopol débute avenue Victoria et se termine boulevard Saint-Denis. Il mesure 1332 mètres de long et 30 mètres de large. Il se situe à la lisière des 1er, 2e, 3e et 4e arrondissements. Il est d'abord une voie de grande circulation, pourvue de 3 voies automobiles, d'un couloir de bus et d'une piste cyclable. Bien qu'il comporte quelques restaurants et de nombreuses boutiques, le boulevard de Sébastopol n'est pas réellement un lieu de loisirs. C'est la seule voie parisienne à passer par 4 arrondissements. Ce boulevard se nommait initialement boulevard du Centre. Il fut rebaptisé en septembre 1855 afin de perpétuer le souvenir du siège de Sébastopol durant la guerre de Crimée et la prise de ce port de guerre par l'armée anglo-française. Le boulevard de Sébastopol est l'une des voies percées par Haussmann lors des travaux de transformation de la capitale. Il constitue un élément important du nouveau grand axe nord-sud qui traverse le centre de Paris et constitue l'axe d'accès à la gare de l'Est. Son percement est déclaré d'utilité publique en 1854. Le boulevard est inauguré 4 ans plus tard. Pendant quelques années, le boulevard de Sébastopol se poursuit sur la rive gauche jusqu'à l'avenue de l'Observatoire. Cette section recevra en 1867 le nom de boulevard Saint-Michel. En 2020, le boulevard accueille une voie cyclable séparée bidirectionnelle qui devient la piste la plus fréquentée de la capitale. Numéro 69-71. Ancien emplacement de la poterne du Bourg-l'Abbé, percé dans l'enceinte de Philippe Auguste. Le peintre Pierre Ucciani y installa ses ateliers de bijoutier, joaillier, orfèvre de 1879 à 1902. Numéro 81 à 83. Durant la Seconde Guerre mondiale, l'immeuble servit de planque à Henri Gors, alias Franklin,
organisateur du réseau Gallia. Numéro 95 à 97. Ancien emplacement de la boucherie de la maison Félix Potin. Au-dessus s'installa le siège des éditions sociales, maison d'édition du PCF. Fondée en 1927, elle suit l'évolution du parti. Sous l'influence de personnalités comme Léon Moussinac ou René Ilsoum, elle accompagne pendant quelques années la dynamique d'ouverture du Front populaire. Les éditions sociales publient des brochures de propagande, les œuvres des dirigeants communistes soviétiques comme Lénine ou Staline, ou français comme Thorez, ainsi que les œuvres de Marx et Engels. En 1970, le philosophe Lucien Sèvres est nommé à la tête de la maison. S'il affiche nettement son identité communiste, il gagne une relative autonomie dans sa conduite de la politique éditoriale. Il publie des travaux universitaires ainsi que des ouvrages de communistes hétérodoxes tels que Henri Lefebvre, Michel Clouscar. Cependant, à la même époque, les éditions sociales sont affectées par la crise financière du Centre de diffusion du livre et de la presse. Cette crise conduit à une réorganisation profonde du dispositif éditorial et en 1986, la société est soumise à de fortes contraintes de gestion. La maison fait faillite en 1991. Elle est rachetée, puis fait de nouveau faillite en 1993. Numéro 99. Ancien emplacement de la goguette des Joyeux Amis en 1878. Auguste Leroy écrivait à son sujet, je cite, « Avant d'être ce qu'ils sont aujourd'hui, c'est-à-dire des disciples convaincus de la mère chanson, les Joyeux Amis cultivaient avec ardeur l'art nautique. Ils étaient bien une quinzaine lorsque, à force de ramer, la bande joyeuse échoua un jour à Asnières. Il n'y a rien comme quelques coups d'aviron pour mettre en appétit les estomacs de 20 ans. Aussi, quelle joie après un tel exercice d'arriver sain et sauf dans un port où l'on trouve des hôtesses aux yeux bleus, doublées de bouteilles aux flancs arrondis. Le choc du verre fait jaillir la chanson. De la chanson, l'amitié naît aussi. Pour avoir le plaisir de se revoir plus souvent, on fonda une société séance tenante et on l'appela les Joyeux Amis. Donc, en juillet 1876, Asnières fut témoin de l'élection du premier président, M. Nouma Bassager. Plein de zèle et de dévouement, obtint d'unanimes suffrages. Passèrent d'emblée vice-président et trésorier messieurs Zanzibar et Lafleur. Le bureau constitué, on se réunit pour la première fois en août 1876, Café du Caire, place du même nom. C'est là que l'inauguration eut lieu. Elle fut splendide. Cependant, il arriva ce qui arrive presque toujours, quelques désaccords surgirent. Le président, le comité et les sociétaires ne s'entendaient plus. Monsieur Bassager, passionnément amoureux de la rame, voulait conserver à la société un caractère nautique et lyrique tout à la fois. Les sociétaires, moins amoureux des avirons que des chansons, déclarèrent ne jamais vouloir céder sur ce point. Monsieur Bassager donne sa démission et la société d'un commun accord s'ajourne jusqu'à l'hiver prochain. C'est en février 1878 que les Joyeux Amis se reforment sous de nouvelles bases dans la salle du Café des Négociants, boulevard de Sébastopol. Monsieur Pierre, élu président, s'efforce de donner à la société le côté artistique que nous lui connaissons. Monsieur Adam lui succède et signale sa prise de possession par un coup d'éclat. Il organise un concert à la salle Pierre Petit. Malheureusement, les formalités de la censure n'ayant pas été remplies, il fallut la journée au dimanche suivant, ce qui le fit échouer complètement. Monsieur Adam, désolé et surtout dépité, donne sa démission le lendemain. La société passe dans les mains de Monsieur Largeau avec Monsieur Luciani comme vice-président, Monsieur Bérou, secrétaire, et Monsieur Bury, trésorier. Possédant une direction intelligente et de nombreux éléments artistiques, les Joyeux Amis ne pouvaient que prospérer. Et il prospère. L'art chorégraphique, complètement négligé pour l'art lyrique, n'a pas peu contribué aux résultats obtenus. Nous devons rendre cette justice à M. Largeau. Sous ce rapport, il s'attire toutes nos sympathies. Par contre, les jeunes filles le voient d'un très mauvais œil. C'est une lutte engagée entre le beau sexe et lui. En sortira-t-il vainqueur? Numéro 103. À l'angle de la rue Réaumur et du boulevard de Sébastopol s'élève une large rotonde de l'ex-succursale Félix Potin, construite en 1910 par Charles-Henri Camille Le Maresquier. Le bâtiment, dénaturé à sa base par le monoprix qu'il occupe aujourd'hui, a conservé dans sa partie supérieure sa décoration exubérante et polychrome d'origine, tout à la gloire du commerce et de l'abondance.
On peut y apercevoir des abeilles et des gerbes de blé. Un dôme à lucarne, surmonté d'un lanternon, termine cet édifice caractérisé par l'alternance de travées en saillie et en courbe. Sa structure circulaire et allongée lui valut le nom de poivrière. En janvier 2015, lors de travaux effectués dans les caves du magasin, on découvre 8 fosses communes comprenant en tout plus de 200 squelettes. Ces ossements proviendraient du cimetière de la Trinité. Numéro 113. Atelier de fabrication de vues stéréoscopiques à la fin du Second Empire. Maison Ferrier, père et fils et souliers. La stéréoscopie est l'ensemble des techniques mises en œuvre pour reproduire une perception du relief à partir de 2 images planes. La désignation récente de film en 3D est employée par anglicisme et par méconnaissance de la terminologie correcte. On devrait dire film stéréoscopique ou film en stéréoscopie. Numéro 119. Passage du Ponceau. Ce modeste passage fut construit en 1826 et ne connut jamais un grand succès. Des vagues successives de travaux d'aménagement ont peu à peu dénaturé les lieux, l'amputant de son décor d'inspiration néoclassique. Conçu afin de prolonger le tracé du passage du Caire, le passage du Ponceau relie, lors de sa construction, la rue Saint-Denis à la rue Saint-Martin. Le passage prend le nom d'une rue voisine qui le devait d'un petit pont qui permettait de traverser un égout à ciel ouvert. Destiné à devenir une galerie marchande, le passage étroit, à peine 2,5 mètres de large, n'attira pas les commerçants. Le 26 novembre 1827, Arsène Chevalier, belle jeune femme, refuse d'épouser Jean-François Julien. Celui-ci, blessé dans son amour-propre, la poignarde. L'homme est condamné aux travaux forcés à perpétuité. En 1835, il n'y avait qu'une charbonnière et un marchand de vin dans la galerie. Le passage est tronqué en 1854 lors du percement du boulevard de Sébastopol. Haussmann dote l'immeuble d'une nouvelle façade avec une entrée monumentale dont le porche est orné d'un cartouche. Numéro 127. Cette boutique, où se succéda divers commerçants, fut le témoin d'événements illustres. En octobre 1906, la foule parisienne se pressa sur les trottoirs afin de regarder passer le cortège du Lord Maire de Londres, soit le maire de la Cité de Londres. Il est le promoteur et le porte-parole des entreprises de la Cité de Londres, en majorité des sociétés financières. Il passe près de 100 jours par an à l'étranger. Il a parcouru 22 pays en 2012 et prononcé 800 discours. En 1914, les époux Duchesneau sont contraints de fermer leur boutique de mode située au rez-de-chaussée. Ils sont rapidement remplacés par M. Salamander qui y vend des chaussures allemandes. En ce début de conflit, les Parisiens ne tolèrent pas cette impertinence et saccagent le magasin. Numéro 131. Ce bel hôtel, construit en 1734 par l'architecte Jacques Ardoin-Mansart de Sagone, petit-fils de Jules Ardoin-Mansart, résulte de la commande d'une communauté religieuse voisine. Les filles de Saint-Chaumont entendaient y accueillir leurs plus riches pensionnaires, généralement de femmes en instance de séparation. La Révolution fut cependant fatale au couvent, dont la chapelle désaffectée accueillit un imprimeur. Ce dernier, dénommé Michelet, y verra naître son fils, Jules, que la France saluera un peu plus tard comme un de ses grands historiens. La porte principale de l'hôtel est frappée d'un écusson encadré de 2 consoles, soutenant un superbe balcon en fer forgé ouvragé. Un corridor permet de traverser le bâtiment pour gagner une nouvelle cour et admirer la seconde façade, plus en rondeur. À la clé, une œuvre de Nicolas Pineau représente un visage féminin d'une grande finesse. Numéro 135. Le passage Le Moine est un petit raccourci entre la rue Saint-Denis et le boulevard de Sébastopol, formant une sorte d'allée ponctuée de petites cours. Cette ruelle prend le nom d'Étienne Housset, après que celui-ci eut acquis une maison dans cette allée le 22 mai 1658. En 1714, la présence de l'étroite Venelle est enfin répertoriée sur un plan sous le nom de rue de la Housset. Au cours du XIXe siècle, le passage prend le nom d'un autre propriétaire des lieux, un certain Lemoine, dont la veuve et les héritiers ont quelques démêlés avec leurs créanciers, à la suite d'hypothèques contractées sur les portions indivises. L'immeuble du passage est vendu en 1830 puis en 1833 pour régler les dettes de la famille. Les grands travaux haussmanniens amputent le passage d'une partie à l'est et le dotent en façade sur le boulevard d'un immeuble classique en pierre de taille.
En 1870, Eugène Potier, dessinateur d'étoffes, et son épouse, qui tient alors un établissement de bain, y demeurent. Celui-ci, membre actif de la Commune de Paris, rédige en 1871 un poème à la gloire de l'Internationale ouvrière, dont les mots mis en musique deviendront les paroles du célèbre chant révolutionnaire. Numéro 141. Ancien immeuble Félix Potin, actuellement occupé par un magasin de l'enseigne Monoprix. Félix Potin monte à Paris en 1836, où il est commis épicier pendant 8 ans. Il s'installe à son compte en 1844. À de fortes marges sur des produits vendus en faible nombre, il préfère vendre beaucoup à bon marché. Il affiche les prix, qui sont fixes, et la vente se fait au comptant. Pour fidéliser la clientèle, Potin vend certains produits de base, tels que le sucre ou l'huile, à prix coûtant, faisant son bénéfice sur d'autres produits plus luxueux. En 1860, il ouvre une nouvelle épicerie boulevard de Sébastopol. 10 ans plus tard, la maison propose à sa clientèle un service de livraison à domicile. Lors du siège de Paris en 1870, Potin refuse de participer à la spéculation sur les produits alimentaires et maintient des prix bas dans son magasin où il organise le rationnement et met la nourriture, environ 5000 kg de riz, à disposition des cantines nationales. Félix meurt en juillet 1871 et la maison est alors reprise par sa veuve. Dans les années 1880, elle accueillera un jeune homme très prometteur, Auguste Fauchon. La maison ouvre tout au long du siècle des magasins sur le boulevard. La crise de 1929 n'épargne pas l'enseigne, qui connaît alors des difficultés financières. Elle va passer de main en main jusqu'à sa dissolution en mars 2009. Le boulevard de Sébastopol est cité dans de nombreuses chansons. Dans Viens Fifine, chanté par Jean Gabin, dans Mont Sébasto, composé par Jean-Roger Cossimon et chanté par Léo Ferry en 1957, dans Tout le long du Sébasto, chanté par Berthe Silva, dans La file indienne, chanté par Georges Brassens, dans La tire à Dédé, interprété par Renaud. En juin 1974, une manifestation de nuit réunit plusieurs centaines de féministes qui souhaitent dénoncer le fait que les femmes violées sont traitées en coupables. Je cite, « soupçonnées d'avoir été imprudentes ou provocantes au motif qu'elles ont parlé à des inconnus ou sont sorties tard le soir, seules, sans protecteur. » Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo de balade parisienne. Si la visite vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt pour de nouvelles découvertes et en attendant, passez une agréable journée.